Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 12 octobre 2017. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu de cette émission, on a inauguré cette semaine le nouveau pavillon de la santé au centre de formation à Saint-Raymond. Nous avons une entrevue avec le directeur du centre, Éric Barre. Les candidats au poste de maire ou de conseiller en élection sont en pleine campagne électorale. On se prépare à vous présenter des émissions spéciales. Le député de Lévis, François Paradis de la CAQ, était à Saint-Raymond vendredi dernier. Il nous a accordé une entrevue. La forêt nourricière à Saint-Raymond, qui a vu le jour il y a maintenant 3 ans, remplit de plus en plus sa mission nourricière. Nous recevrons en studio le directeur du service des incendies de la ville de Saint-Raymond, Jean-Claude Paquette, dans le cadre de la Semaine québécoise de prévention des incendies. Et finalement, Karine nous fera part des actualités culturelles et communautaires. Bonne émission. Vous désirez des soins professionnels pour votre peau? Et vous méritez ce qu'il y a de mieux. La Cité du Corps, Institut médico-esthétique, vous offre une gamme de traitements performants, sécuritaires et uniques. Nous vous conseillerons sur les meilleurs produits pour votre peau. Une grande variété de soins sont offerts. Traitements IPL, taches pigmentaires, coupe rose, rosacée, épilation laser, détatouage au laser, produits de comblement et botox, injections pour les varices esthétiques et tout ça avec supervision médicale. Pour plus d'informations, contactez-nous. Les dirigeants du centre de formation de la commission scolaire de Portneuf et leurs partenaires ont inauguré ce mercredi le nouveau pavillon de la santé à Saint-Raymond. Dans son plan de répartition et de destination des immeubles, la commission scolaire avait annoncé en 2015 l'agrandissement du centre de formation à Saint-Raymond pour rapatrier les formations en soins de santé qui étaient offertes à Donnacona et répondre aux besoins d'espace pour les élèves de niveau primaire. Les travaux ont débuté en octobre 2016 pour la livraison en août dernier. Il s'agit de l'agrandissement, en fait, de quelques 2420 mètres carrés du centre de formation qui accueille l'éducation des adultes et la formation professionnelle en mécanique automobile depuis sa construction en 2000. Le bâtiment est situé juste à côté, à l'ouest, en fait, de l'école secondaire Louis-Jobin sur le boulevard Cloutier à Saint-Raymond. Le pavillon de la santé accueille des élèves jeunes ou moins jeunes inscrits dans les formations professionnelles en assistance à la personne en établissement de santé, en assistance à la personne à domicile et la formation en assistance et soins infirmiers. La proximité de l'hôpital régional et des centres d'hébergement sont des atouts importants, autant aux stagiaires qu'aux employeurs. D'ailleurs, pour le maire de Saint-Raymond et porte-parole du Comité pour la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf, Daniel Dion, le contexte de l'inauguration du pavillon de la santé ne pouvait pas mieux tomber. Alors que la population de Portneuf a affirmé haut et fort son désir de sauvegarder et obtenir de nouveaux soins de santé auxquels elle est en droit de s'attendre,
Alors que le CIUS de la capitale nationale a confirmé son intention et son intérêt à maintenir et à augmenter les soins de santé de proximité à l'hôpital régional, de même que dans tous les établissements de Portneuf, à l'heure où la volonté du ministère de la Santé est de supporter davantage les soins à domicile, de façon à maintenir les gens le plus longtemps possible chez eux, après que plusieurs maisons d'hébergement pour personnes âgées ont vu le jour au cours des dernières années sur le territoire de Portneuf, au moment où le CIUS de la capitale nationale déploie de plus en plus de ressources intermédiaires dans ces établissements privés afin d'assurer des services aux personnes âgées en perte d'autonomie et conséquemment que les emplois de préposés aux bénéficiaires et d'infirmières auxiliaires sont en forte demande. Écoutons maintenant une entrevue que nous a accordée le directeur du centre de formation, Éric Barre. Bonjour, M. Barre. Bonjour. Nous sommes actuellement dans le pavillon de la santé à Saint-Raymond. On inaugure les locaux, en fait, aujourd'hui même. Peut-être nous tracer un peu l'historique du projet. D'où vient l'idée de créer un centre de santé ici à Saint-Raymond? Bien, d'abord, il y avait des besoins pédagogiques, bien entendu, pour les élèves, mais il y avait aussi la commission scolaire qui avait des besoins grandissants en termes d'espace pour accueillir les élèves du primaire. Donc, nous, on était installés dans une école primaire où on cohabitait avec des élèves du primaire et des adultes cohabitant en formation. Ça a donné des expériences fort intéressantes d'apprentissage entre ces gens-là, mais il n'en reste pas moins qu'à Donnacona, par exemple, où nous étions installés, les locaux commençaient à être en demande pour des jeunes du primaire, ce qui a fait que cette idée a émergé au niveau de la commission scolaire de créer un agrandissement pour la formation professionnelle et y installer les programmes en santé, qui, il faut le dire, avaient été déménagés quelques années auparavant de pavillon en pavillon. Donc, c'était une opportunité pour nous d'installer ces élèves-là dans des lieux appropriés, créés pour eux, pour les besoins du marché du travail puis la réalité de la profession. Oui. Parlons justement de cette nouvelle construction. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une construction de 2,4 millions de dollars où on y retrouve 4 salles de classe, une salle polyvalente et des laboratoires d'application pratiques où on reproduit dans notre milieu ce qu'on retrouverait dans une institution ou à domicile pour fournir des soins, par exemple, aux personnes. OK. Et j'imagine que vous avez eu des ententes avec le réseau de la santé, la municipalité, ou comment s'est fait ces ententes-là? Bien, ici, le centre de formation existait déjà depuis 2000, puisqu'on y accueillait des élèves de la formation générale aux adultes et de la mécanique automobile. Alors, ce n'est qu'un prolongement du bâtiment existant. Les terrains étaient propriété de la commission scolaire. Et puis, nos ententes existaient toujours avec le milieu de la santé, parce qu'avant même cet agrandissement-là, on réalisait des stages dans nos milieux de santé, soit à Saint-Raymond ou tout autour dans nos centres d'hébergement. Donc, ces liens-là étaient déjà préexistants. Ce qui nous manquait, c'était un lieu dédié à l'apprentissage pour ces élèves. Oui. Il y a déjà une formation qui a débuté? Nous avons 3 formations, en fait, qui sont débutées. On a notre formation de préposés aux bénéficiaires qui a débuté en août dernier et notre première cohorte d'infirmières auxiliaires. Puis comme nos infirmières auxiliaires fréquentent sur 2 années scolaires, elles sont de retour pour leur 2e année scolaire dans nos milieux. Donc, on a 3 groupes actuellement en santé qui fréquentent notre nouvel agrandissement. Oui, et j'imagine que des stages tout près avec l'hôpital... Absolument, c'est une opportunité fantastique pour nous. L'hôpital de Saint-Raymond, nos centres d'hébergement, Pont-Rouge, Donnacona, Saint-Casimir, etc. Donc, nos élèves sont à même d'être exposés à des réalités d'apprentissage différentes dans différents milieux tout au long de leur formation. Oui. Et quels sont, en fait, qui peut participer ou qui peut prendre cette formation-là? Bien, toute personne, je dirais, qui a le goût de prendre soin des autres, qui aime les humains, puis qui a le goût de donner de son temps, puis beaucoup de son cœur, je dirais, parce que c'est quand même avant, on appelait ça une vocation. C'est un terme un peu démodé. Je viens d'une autre génération, sans doute, mais je trouve que la vocation a encore son sens. Donc, prendre soin des autres, ça prend à la fois de la formation, puis beaucoup de dons de soi pour y arriver, puis le faire avec humanité. Donc, ce serait des caractéristiques de base. Disons, ensuite, vouloir travailler sur différents horaires, travailler debout, aimer travailler physiquement parce qu'on travaille auprès des personnes puis on intervient. Donc, ça demande une certaine forme physique, d'être en bonne forme physique, effectivement. Et puis, au niveau des préalables scolaires, on parle d'un secondaire 3 avec des préalables fonctionnels en langue et en mathématiques pour nos préposés aux bénéficiaires, tandis qu'un secondaire 4 pour nos élèves en santé assistance soins infirmiers, donc nos futurs infirmiers auxiliaires, mais un secondaire 5 en langue française. Oui, en termes de marché du travail, j'imagine que ces temps-ci, c'est bon.
bon? Les perspectives sont excellentes, en fait, plus particulièrement pour nos préposés aux bénéficiaires. On sait qu'on a fait quelques initiatives dernièrement, centre de formation, pour partir des projets particuliers pour combler les besoins du marché du travail relativement à la pénurie actuellement que l'on vit de préposés aux bénéficiaires. C'est aussi vrai pour nos infirmières auxiliaires, quoique les besoins sont un peu moins nombreux, mais le placement est toujours excellent dans toutes ces formations-là. Mais là, actuellement, notre focus, il est sur nos préposés aux bénéficiaires dont nos milieux manquent cruellement actuellement. Oui, parlons de l'équipe de professeurs. Comment vous fonctionnez? Oui, bien, c'est des petites équipes, nous, ici, bien sûr, parce qu'on travaille avec des groupes de 17 ou 20 à la fois. Donc, on parle d'une équipe peut-être de 7 ou 8 enseignants qui vont se succéder. Là, je vous parle des 2 formations, évidemment, qui vont se succéder au courant de l'année en fonction de leur spécialité puis de leurs intérêts pour former les élèves. Alors, ils se déplacent là, un peu au courant de l'année sur le calendrier scolaire pour offrir des services aux élèves. Oui. Les stages se font uniquement à Saint-Raymond ou ça peut se faire aussi dans d'autres institutions? Bon, comme on le disait, dans toutes les institutions du comté de Portneuf, c'est bien sûr ce qu'on privilégie, mais certaines compétences demandent l'acquisition ou le développement de compétences dans des milieux plus spécialisés. Par exemple, on va penser à de la chirurgie, de la médecine, donc des aspects de la courte durée, ce qui n'est pas disponible sur notre comté. Donc là, on a développé des alliances avec des partenaires de la capitale nationale. Donc, certains stages vont se faire à Sainte-Foy, au CHUL, à l'UICPQ, à l'Enfant Jésus. Donc, on va se déplacer là, pour offrir une gamme d'expositions pédagogiques à nos élèves pour être en mesure qu'ils développent toutes les compétences. Puis lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail, qu'ils soient le plus fonctionnels possible, puis qu'ils s'y plaisent aussi et qu'ils se sentent compétents pour le faire. Oui, peut-être en termes d'équipement, est-ce qu'on se met à la fine pointe des équipements actuels ou comment? On avait le souci, en fait, d'offrir une excellente formation, ce qu'on faisait déjà, mais évidemment, ici, en rehaussant l'équipement, en ouvrant des milieux, en donnant de l'espace pour faire des apprentissages, il y a un gain réel d'apprentissage pour les élèves. Au niveau de l'habitat, comme on le voyait, au niveau du lieu physique, c'est fantastique. Si on a de l'espace, c'est un lieu éclairé. Je pense que c'est dynamisant pour les élèves. On est dans un beau coin de la ville de Saint-Raymond où il y a des arbres. Puis, bien, comme on le disait, tout l'aspect de l'équipement qu'on a acquéri nous met au même niveau que des hôpitaux très spécialisés où on va retrouver de l'équipement. Là, on regardait tantôt les salles de bain. Lorsqu'on faisait notre visite, bien, nos salles de bain sont spécialisées comme on l'aurait en milieu institutionnel. On a des lève-personnes au plafond, ce qu'on retrouve de plus en plus dans nos organisations. Donc, on dirait qu'on est à jour avec ce qui fait dans le milieu. Parfois même, on va dépasser certains milieux en termes d'équipement. Oui, et peut-être en terminant, des gens qui souhaiteraient suivre la formation, comment on fait? Bien, on s'inscrit au centre de formation de Portneuf. Évidemment, il y a le centre sur notre site Internet, vous trouverez toute l'adresse du centre de formation. Nos entrées sont généralement en août de chaque année, mais si on avait des gens intéressés à se joindre à la formation parce qu'ils ont soit de l'expérience ou de l'intérêt, bien, on est toujours capable de regarder comment on peut les accueillir chez nous. Monsieur Éric Barre, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. Parlons maintenant élections municipales. Il était à prévoir que la fin de la mise en candidature au poste de maire ou de conseiller bouge. Vendredi dernier, 6 octobre, les gens devaient déposer leurs documents avant 16h30 vendredi et plusieurs profitent de la dernière minute pour déposer leur candidature, soit pour éviter une élection sur un poste de conseiller sans candidat ou soit pour changer d'adversaire. Il est permis, selon la loi électorale, de retirer sa candidature et d'en déposer une autre selon les critères établis, dont le nombre de signatures nécessaires. Ainsi, on a pu voir plusieurs ajouts à partir de la liste officielle qui a été publiée ce vendredi 6 octobre à 16h30. À Saint-Raymond, la course à la mairie se fait à 2 entre Marc-Antoine Bernier et le maire sortant Daniel Dion. Étienne Beaumont au siège numéro 1 et Benoît Voyer au 2 ont été réélus sans opposition. Le conseiller sortant Bernard Ayotte fait face à Philippe Gasse au siège numéro 2. Au poste de conseiller 4, Yvan Barrette est opposé à Valérie Dufour. Au poste de conseiller numéro 5, on assiste à une course à 4 entre Pierre Cloutier, Stéphane Genois, Marie-Hélène Paquette et Nathalie Sirois. 3 personnes figurent comme candidats au poste de conseiller numéro 6, Denis Laroche, Fernand Lirette, qui est le conseiller sortant, et Louis-Maxime Renaud. À Pont-Rouge, la course à la mairie se fait à 3 candidats, Lise Lachance, Ghislain Langlais, qui est sortant à ce poste de maire, et David Montminy. Guylaine Charret, M. Michel Brière et Lina Moisan ont été réélus sans opposition au siège 1, 3 et 5. 3 candidats sollicitent le poste de conseiller au siège 2, Danny Bisson, René Gignac et Nathalie Richard. 3 candidats au poste de conseiller,
4, Richard Blouin, Hugo Clermont et Martin Guaziou. Le conseiller sortant au 6, François Couture, fait face à Mario Dupont. À Saint-Léonard, au poste de maire, Achille Gladu fait face au maire sortant Denis Langlois. La conseillère sortante au siège numéro 1, Lise Trudel, a été réélue sans opposition, de même que Cédric Champagne au siège numéro 5. Au poste de conseiller 2, on retrouve 2 candidats, Sonia Fizette et Simon Moisan. Au poste de conseiller 3, Luc Doucet et Marie-Ève Moisan. Au poste de conseiller 4, on retrouve Michael Julien, qui est opposé à Rose-Lynne Lavoie, la conseillère sortante. Et au poste de conseiller 6, on retrouve 2 candidats, Martin Charette et Nathalie Suzor. À Saint-Alban, le conseiller sortant, Denis Beaulieu et Denis Lépine, sollicitent le poste de maire. Christian Caron, Émilie Garneau, Jean-Marc Julien, Julie Quintin et Carmen Marquis ont été élus ou réélus conseillers au siège 1, 2, 4, 5 et 6 sans opposition. Une élection se tiendra au siège numéro 3 entre Sébastien Chalifour et Nelson Germain. À Saint-Marc-des-Carrières, le conseiller sortant Marc Boivin fait face au maire sortant Guy Denis à la mairie. Des élections sont prévues dans tous les postes de conseillers. Au siège numéro 1, Sylvain Naud, le conseiller sortant, fait face à Mario Paquette. Au 2, Denis Perron est opposé à Marc-André Trottier. Au poste de conseiller 3, Christina Perron est opposée à Marie-André Pilote. Au poste 4, Jacques Bédard est opposé à Stéphane Savard. Au poste 5, Rénald Tessier est opposé à Yves Tourangeau. Et au poste de conseiller numéro 6, Denis Fraser fait face à Francis Hamelin. Et finalement, à Lac-Sergent, Yves Bédard fait face à François Garon au poste de maire. Il y a élection au poste de conseiller au district 1 entre Daniel Artaud et François Banville, de même qu'au poste de conseiller au district 3 entre Laurent Langlois et André Métivier. Au poste de conseiller au district 2 et 4, Jean Leclerc et Stéphane Martin ont été élus sans opposition. Nous sommes à préparer des émissions spéciales en compagnie des candidats à la mairie de ces municipalités. Vous pouvez prendre connaissance de notre horaire de programmation à ce sujet sur notre site web www.cjsr3.com. Le député de Lévis à l'Assemblée nationale, François Paradis de la coalition Avenir Québec, la CAQ, porte-parole du deuxième groupe d'opposition pour les aînés et en matière de santé et de services sociaux, était dans Portneuf vendredi dernier dans le cadre de sa tournée régionale. Il était accompagné du candidat de la CAQ dans Portneuf, Vincent Caron. Le but de sa tournée est de prendre le pouls des populations sur les soins de santé qu'ils reçoivent dans le contexte de la réforme traitée par le ministre libéral Gaétan Barrette. Ces données vont bien sûr influencer la plateforme électorale de la CAQ en vue des élections générales du 1er octobre 2018. D'ailleurs, juste avant le point de presse, vendredi à Saint-Raymond, le député de Lévis a rencontré des représentants du Comité citoyen pour la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf. Les dossiers régionaux comme le TACO ou l'accès à un médecin ont été abordés. Mais essentiellement, François Paradis a salué l'initiative du Comité citoyen dans Portneuf qui revendique des services de proximité dont ils ont droit, mais déplore que des gens doivent déployer autant d'énergie pour obtenir l'équité. Il accuse la centralisation des décisions comme la création des CIUS il y a 2 ans par le gouvernement libéral qui éloigne, selon lui, la réalité régionale. Écoutons une entrevue que nous a accordée François Paradis après le point de presse. Bonjour, M. Paradis. Bonjour, Michel. M. Paradis, vous êtes à Saint-Raymond aujourd'hui. Dans quelles circonstances, justement? On a décidé de faire une tournée provinciale pour bonifier, confirmer des idées qu'on a en fonction, évidemment, de notre réseau, notre système de santé, de la réforme qu'on vit depuis maintenant l'arrivée du ministre de la Santé, M. Barrette, des effets sur la population. Alors, bien sûr, vous le savez qu'on a aussi une vision de notre système de santé, davantage de notre côté axé et centré sur le patient. Une vision décentralisatrice. Et à travers tout ça, je pense que la première étape, c'est de bonifier, de vérifier si notre vision est aussi celle des gens sur le terrain. Alors, partout au Québec, on va aller rencontrer des acteurs du réseau de la santé, des gens qui y travaillent, des gens qui vivent des difficultés, des gestionnaires,
des gens qui s'impliquent, et ici particulièrement. Quand on est ici, là, on se rend compte, puis je pense que les médias nous le rapportent bien. On a un comité de citoyens pour la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf, extrêmement actif, parce qu'il y a des besoins à être comblés. Et je pense que ce sont des personnes qui nous permettent de se rendre compte où on s'en va, où on veut aller également, puis en diapason avec les besoins du milieu. Oui. Le CIUS est créé, en fait, depuis 2 ans. Actuellement, est-ce que c'est une formule que vous souhaiteriez maintenir, transformer? Comment vous voyez cette structure? Ouais, c'est une méga structure. Hein. On a créé là, des méga institutions qui gèrent les besoins d'à peu près tout le monde sur un grand territoire avec une centralisation des décisions. C'est pas idéal. On vit un peu cette réaction de gens qui sont maintenant éloignés des décisions. Vous savez, les gens nous disent beaucoup sur le terrain, ici comme ailleurs, avant c'était plus facile. Avant, on parlait à quelqu'un qui connaissait les besoins du milieu, les besoins locaux, les besoins de la région. Maintenant, il faut s'adresser plus haut pour prendre des décisions à des gens qu'on devra convaincre parce qu'ils n'ont pas cette vision régionale, cette vision populationnelle-là. On a créé des structures extrêmement lourdes et on a surtout créé un système de gouvernance qui fait qu'à la première ligne sur le terrain, on n'a plus de pouvoir décisionnel. Ce qu'il faut faire, parce qu'on ne peut pas bâtir des bâtir sans arrêt. À un moment donné, on s'y retrouve plus. Déplacer des blocs légaux pour essayer de modifier une structure comme telle, pense au chapitre de la gouvernance que ça va se faire. C'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui étaient capables de prendre des décisions aient encore le pouvoir que retrouvent le pouvoir de le faire. Quand il y a des besoins exprimés par une population, qu'il y ait des gens qui soient capables d'y répondre. Mais là, cette structure et sa grosseur oblige à une espèce de parcours du combattant qui ne se fait pas, à mon avis, à moi, au profit du patient ou du citoyen. Oui. Par contre, on a créé à un moment donné des agences régionales, mais en bout de ligne, ces agences-là prenaient des décisions, mais c'était le ministère en bout de ligne qui décidait de... Ouais, on a comme enlevé cette structure-là. Mais là, on a, puis je pense que tous en conviendront, puis je veux dire, toutes les lois l'une après l'autre qui ont été instaurées font en sorte que le vrai pouvoir se retrouve entre les mains de quelques personnes qui, malheureusement, de par la lourdeur et le fait que ce soit extrêmement imposant comme structure, sont pas enracinés sur les besoins des régions du Québec, ici en étant une. Alors, là encore, je pense qu'on vit une centralisation comme on en a rarement vécu. Dans une réforme imposée par un gouvernement qui fait pour l'instant, en tout cas, du mur à mur, avec une gouvernance très statistique, très mathématique. Je pense que les gens l'expriment, les gens le disent, les gens ont besoin aussi d'avoir le reflet de leurs préoccupations, puis on s'éloigne de ça. Faut revenir à un système où le patient, où l'être humain retrouve sa place, au profit de la santé, là, ça se fait pas mur à mur. De la santé, ça se fait en fonction de besoins identifiés pour une population particulière. Tu peux pas gérer tout le monde de la même façon. Non, là, on parle de soins de santé ou de santé. Comment on pourrait justement améliorer la santé des citoyens? Parce qu'en bout de ligne, il y a les soins quand on est malade, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à guérir. Mais est-ce qu'on doit davantage parler de prévention, de connaissance de la santé? Comment vous voyez justement cette démarche-là? Vous venez de mettre le doigt sur quelque chose qui est extrêmement important. On a une gestion maintenant où on met énormément d'emphase sur le curatif, le préventif, les soins à domicile. Le préventif, les soins à domicile en étant, je veux dire, à un moment donné, en soins à domicile, on sous-investit, on a des besoins qui sont criants. On a une protectrice du citoyen qui, encore la semaine dernière, déposait un rapport pour dénoncer pour la 5e année consécutive la lenteur du gouvernement à prendre en charge et répondre aux besoins des citoyens dans un secteur aussi névralgique que les soins à domicile.
Voilà des investissements qui devaient être immédiats, que l'on ne fait pas, ou collectivement on sauverait. Cette même prévention dont vous nous parlez fait en sorte qu'on n'est pas obligé de se rendre au curatif. Je vais vous donner un exemple aussi particulier. Puis là, j'élargis un peu ma vision parce qu'on se parle ensemble, puis on réfléchit à voix haute. Hier, j'étais à un événement où une organisation fait et va d'établissement en établissement pour offrir à des personnes vulnérables, des aînés, des gens qui vivent des déficiences, de la musique. Aussi bizarre que ça puisse paraître. On a là une organisation qui, par son action, fait de la prévention. Tu sais. Et là, je sors un peu du cadre de notre discussion, mais tous ces éléments-là, le fait d'être capable de rejoindre les gens où ils sont, dans leurs besoins et tout ça, mais c'est par là que ça passe. Et vous avez raison, on a un système qui met davantage l'emphase sur le curatif, on devrait faire du préventif, et là, à ce moment-là, tous les professionnels de la santé sont appelés là-dedans. On parle souvent des infirmières, on parle des pharmaciens. Oui. Les pharmaciens sont des intervenants de première ligne qui sont capables de faire du préventif. Puis plus on en fera, plus collectivement on sauvera de l'argent aussi. Comment vous voyez les médecines naturelles dans le réseau, en fait, de la santé ou des soins de santé ou de la... Bien là, à partir de ce moment-ci, quand on tombe dans des choix de traitement, mis à part ce qui doit être prévu par un médecin en fonction d'un état de santé qui réclame un diagnostic et un traitement particulier, puis voir plus loin que ça, des interventions qui obligent un passage dans un système de santé plus traditionnel. Je pense que les gens ont la liberté de choisir et d'aller vers ce qui leur semble être bon. Ça, je pense que c'est pas mal personnel. Mais je pense que ce qui est important, au-delà de ce que l'on choisira comme individu, c'est que lorsqu'on a besoin d'un traitement, lorsqu'on a des failles dans notre santé personnelle, on puisse être en mesure, et c'est ça l'essence même d'un réseau performant, de pouvoir voir son médecin. C'est un autre problème, l'accès à un médecin de famille. D'avoir un médecin, parce que dans la région de Portneuf, je vous dirais qu'au chapitre des médecins de famille, vous êtes au-delà des cibles réclamées par le gouvernement sur l'inscription à un médecin de famille. Mais encore faut-il le voir au moment opportun, ce qui n'est pas toujours le cas. La maladie, là, elle n'a pas d'horaire. La maladie, elle ne fait pas du 9 à 5. Alors ça, il y a du travail à faire là-dessus. Les plages, l'accessibilité. Alors, un réseau de santé, dans le meilleur des mondes, c'est d'être capable de voir son médecin, d'avoir son traitement, de ne pas être sur une liste d'attente, d'être capable d'avoir des soins à domicile sans avoir des délais épouvantables. Et encore hier, j'exprimais des problématiques suite à des chiffres qu'on est allé chercher. Vous savez qu'en soins à domicile, actuellement, il y a des délais maximaux d'attente là, pour quelqu'un qui a besoin de soins d'ergothérapie qui peuvent atteindre jusqu'à 800 jours. Ouais. Je veux dire, c'est... Alors, imaginez-vous, lorsqu'on vous dit à vous, vous avez besoin d'un traitement X, vous avez besoin d'une intervention X, vous avez besoin de soins à domicile ou d'aide à domicile, à partir du moment où on vous dit que vous êtes éligible à et qu'on prend 300, 400, 500, 600 jours pour que vous les receviez, votre état de santé, lui, ne s'améliore pas. Pas seulement sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan psychique, sur le plan de l'anxiété, du stress et le reste. Et encore là, ça a un effet. Alors, c'est ça aussi, le réseau de la santé, l'accessibilité. Oui. En terminant, quel est le secteur du réseau de la santé qu'il faut prioriser dans votre cas, justement, au niveau de la CAQ? Écoutez, tout est à penser, hein, je vous disais, et là, je pourrais vous en faire une longue liste, là, évidemment, l'accessibilité, la disponibilité, la capacité de pouvoir avoir des traitements en fonction d'équipements qu'on n'a pas encore, qu'on devrait avoir, mais au-delà de ça, je pense qu'il y a un virage qu'on devra prendre, puis il est immédiat. Maximiser l'offre de soins à domicile. Faire en sorte qu'on puisse investir. Et on pourrait le faire. Aujourd'hui, on pourrait le faire. Quand le gouvernement nous dit, là, oui, c'est une de nos priorités, force est de constater que pendant 5 ans, c'est pas ça. Que les heures ont diminué, que des gens qui nous écoutent aujourd'hui ont peut-être des soins à domicile qui ont été coupés au bénéfice d'autres soins à donner, mais au détriment de ce qu'ils ont vraiment besoin. Et il y en a de l'argent disponible. Le ministre, il n'y a pas tellement longtemps, nous a dit on a 300 millions de dollars disponibles. Des économies faites sur les négociations en fonction des médicaments génériques. 300 millions disponibles. On pourrait, de cet argent-là, déjà maintenant, au moment où je vous parle, annoncer des investissements supplémentaires pour faire en sorte qu'on puisse répondre aux besoins qui ne sont pas répondus. C'est pas normal qu'aujourd'hui, on coupe une dame âgée,
une personne qui présente des problématiques de déficience, un handicap physique majeur, d'heures dont il avait besoin, lui couper alors que sa condition n'a pas changé, c'est pas normal. Et les besoins sont exponentiels. Il va falloir qu'on fasse en sorte d'y répondre. Et ça, c'est une façon de faire immédiate. On a souvent prôné la désincorporation des médecins. Ça aussi, c'est une action qui peut être rapide, qui nous permettrait d'injecter un 75 millions de dollars dans des actions concrètes et directes. Alors, il ne faut pas toujours penser qu'il faut chercher des solutions très loin. Il y en a. Encore faut-il avoir la volonté de les mettre en place. François Paradis, merci. Merci à vous. Le projet citoyen de la forêt nourricière à Saint-Raymond, qui a vu le jour il y a maintenant 3 étés, remplit de plus en plus sa mission nourricière. Ce projet a été initié par Valérie Marion, qui a rapidement attiré des adeptes, dont Valérie Paquette et Joanne Boucher. Les membres de la forêt nourricière exploitent actuellement un terrain d'une grandeur d'à peu près 5000 m², propriété de la ville de Saint-Raymond. Auparavant, ce terrain était envahi par les saules et servait à l'entreposage d'équipements ou de matériaux de la voirie municipale. Son sol ne servait plus. Après un dur labeur de défrichage et de nettoyage, de corvées en corvées, les membres bénévoles ont pu débuter la plantation d'arbres, d'arbustes et de plantes en fonction des méthodes de jardinage qu'on observe dans une forêt naturelle et qu'on appelle la permaculture. À terme, l'aménagement doit mener à une forêt autosuffisante, sans entretien et bien sûr adaptée à son climat. On y a donc planté des arbres fruitiers, des légumes et différentes plantes comestibles qui s'offrent gracieusement à tout visiteur lorsque mûrs. On prévoit même consommer l'an prochain des poires et éventuellement des prunes cerises. L'aménagement de forêts nourricières accroche de plus en plus d'adeptes aux États-Unis, au Canada anglais et aussi au Québec. Joanne Boucher est membre bénévole et fournisseur de produits et services à la forêt nourricière de Saint-Raymond depuis ses débuts. C'est d'offrir de la nourriture de proximité à la communauté. Et c'est pour ça que c'est gratuit. Donc, c'est des fruits et légumes, comme on a dit, c'est des arbres à noix. On peut même étendre le projet plus grand où ça devient dans la ville. Ce sont des arbres fruitiers, des arbres à noix qui sont utilisés dans un concept ornemental. Vont même jusqu'à introduire des animaux indigènes comme les poules ou les lapins dans leur forêt. Du 8 au 15 octobre se tient la semaine de prévention des incendies sous le thème « La prévention, c'est bon, c'est dans la cuisine que ça se passe ». Au Québec, environ le tiers des incendies dans les résidences débutent dans la cuisine et sont principalement causés par des feux de cuisson. On estime annuellement à quelques 1300 incendies au Québec ou 25 par semaine. Pour nous en parler, nous accueillons en studio le directeur du service des incendies de la ville de Saint-Raymond, Jean-Claude Paquette. Bonsoir, M. Paquette. Bonsoir. Merci d'être avec nous en studio. M. Paquette, les feux de cuisson, c'est encore malheureusement des causes importantes. Oui, malheureusement, ça arrive encore trop souvent, des feux de cuisson, des chaudrons oubliés sur des poêles, comme cite le centre-ville. Oui. C'est un chaudron d'huile laissé sur le poêle, et puis le feu est poigné dans le chaudron, et puis ça s'est propagé. Ouais. Et puis quand le propriétaire est parti jaser avec la voisine, quand il est revenu, le feu était pris à la grandeur de son logement. Ouais. Et puis après ça, on a eu un autre aussi un peu plus tard par après, à la fin de l'été. Un autre feu de cuisson. Pourtant, quand les personnes se font des frites, me semble, les friteuses, à cette heure, il y a des friteuses qui se vendent environ 50 à 60 $. C'est pas tellement cher. Puis ça protège. Ça protège, puis c'est plus sécuritaire. Parce qu'avec une friteuse, vous allez voir une friteuse, quand l'huile vient trop chaude, bien, elle arrête de chauffer. Oui. Tandis qu'un chaudron d'huile sur le poêle, bien, lui, il n'arrête pas de chauffer. Non, c'est sûr. Il faut que la personne l'arrête. Soit là continuellement. Il ne faut pas qu'elle lâche d'une seconde son chaudron d'huile. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on dit, me semble, achetez-vous une friteuse, c'est pas tellement cher. Il y en a des friteuses qui sont pas dispendieuses, puis c'est sécuritaire. C'est certain qu'une personne va faire des frites et puis elle va être sécuritaire. Il n'y aura pas de danger pour qu'elle feu prenne. Oui. Puis ça peut arriver aussi souvent que les gens consomment en même temps qu'ils cuisinent, puis tu deviens...
Des fois, Moins concentré, peut-être? moins concentrés, puis ils jasent avec quelqu'un. Ouais. Fait qu'ils T'oublies. ils oublient la friteuse. T'as bien pour une couple de minutes, mais C'est assez. ça lui paraît pas long, mais c'est trop. Oui, c'est ça. Regardez, cet été, au début d'octobre, là, ça vient d'arriver là, à Belleuil, là. OK. Une mère avec ses 2 enfants qui a péri, Ouais, c'est triste. feu de cuisson encore. Oui, C'est trop, c'est trop. c'est sûr. Parmi les autres causes d'incendie, est-ce que la cigarette est encore... La cigarette est moins pire. à C'est cette moins heure. pire? Moins pire parce qu'il y a moins de personnes qui fument. OK, Il y a ouais. beaucoup de jeunes qui fument pas. Avant ça, on pensait que les Tout jeunes... le monde fumait. Puis, Tout le monde fumait. Puis S'ils laissait voulaient- les cigarettes s'ils- des cendriers. On voyait les jeunes filles, les gars, s'ils voulaient être passés pour des adultes, il fallait qu'ils fument. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est sûr, c'est rare. Aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un fumer, c'est rare. Oui, c'est sûr. Fait que des feux de cigarettes, Ça a diminué beaucoup. Ça a diminué beaucoup, beaucoup. Oui. C'est moins pire qu'avant. Puis- Foyer, hein, Là, qu'est-ce qui s'en vient, là? Ça va être, mettons, on va approcher le temps des fêtes. Oui. Ça va être les arbres de Noël, les rallonges. OK. Le monde se met des lumières. La prise de courant est pleine. Fait que là, ils surchargent les prises, ils mettent des rallonges. Et puis, des fois, il y a des rallonges qui sont pas trop sécuritaires, sont Ouais. faites pour, mettons, Un peu avec un peu de tape, là. à utiliser une couple d'or, mais pas des veillées de temps. Oui, oui, Puis oui. des fois, le fil est brisé un peu, mettre un peu de tape, puis on va en acheter une quand on tourne au magasin, mais ils l'obligent et puis ça peut causer un incendie. C'est sûr. Puis des chandelles, Oui, OK. les fameuses chandelles des fois. Là, On oublie quelque on part. oublie les chandelles. Ben, des fois, ils mettent des chandelles, mettons, sur une table, ou bien sur un petit bureau, quelque chose. Mais il n'y a pas d'assiette en tout. Ils disent, on va la watcher. Mais des fois, la chandelle, ils l'obligent et puis Elle peut tomber. elle peut aussi, tomber. ou peu Et puis importe. c'est arrivé ce qu'on a eu des feux de même de chandelles Ouais. dans le temps des fêtes. Oui. C'est sûr que les lumières, qu'on parle justement des lumières de Noël, avant, aujourd'hui, au moins des lumières d'ailes qui Ouais, sont lumières froides, d'ailes. tandis qu'avant, c'était chaud. Là, Oui, c'était amené chaud. Puis là, ben, ce qui arrive, c'est des extensions, des fois, qui surchargent. Ah, OK, oui. C'est ça, il faut faire attention. Ouais. Mettre si collègue d'eau chaude, ben, mettre une extension assez forte pour pas que le fil vienne chaud. Oui, c'est ça. C'est ça le problème. Ouais. Faut pas que. Puis surtout quand ils prennent des sapins naturels. Ouais. Les sapins artificiels, c'est moins pire, c'est moins dangereux. Ça sèche pas, finalement. Ça sèche pas. C'est du Mais plastique. un sapin naturel, bien, s'il a oublié de mettre de l'eau des fois dans le pied, bien là, il va sécher. Et puis s'il y a des lumières Chauffante, chauffantes, bien là, c'est dangereux pour le feu. C'est sûr. Faire attention à ça. c'est sûr. Feu de cheminée? Autrement dit, moi, je conseille au monde, quand ils partent, mettons, pour aller éveiller, d'éteindre C'est ça, on le sapin de Noël, de même, ils sont certains. C'est sûr. Feu de cheminée, bien là, ça va commencer, là. Oui, hein? Fait qu'on recommande au monde de ramener le cheminée. D'appeler les experts qui ramènent les cheminées. Ils vont vérifier la cheminée. Et puis, il faut qu'elle soit ramenée, ils vont la ramener pour pas éviter les feux de cheminée. Est-ce qu'on peut voir que la cheminée, il y a trop de créosote? Est-ce que Oui, ça une se personne voit? elle peut prendre un miroir. OK, oui. Peut prendre un miroir, puis assez souvent, mettons, si on a des cheminées pour fabriquer, il y a comme un genre de petit vaisseau en dessous. Oui, oui, oui. Fait qu'ils mettent un miroir en dessous, puis ils voient à la longueur de la cheminée. Mais bien, des fois, il faut qu'il y ait à l'ôter. S'il y a un chapeau sur le dessus, bien, il faut qu'il ôte le chapeau pour voir s'il y a voir la cheminée à longueur. Oui. Il y a quand même des compagnies qui font ça. Il y a Ce des sont compagnies qui experts, font là, ça, des compagnies qui vont sont... faire une évaluation. Des compagnies qui sont reconnues, si vous voulez, là, ils sont experts là-dedans. Ouais. Et puis, s'il arrive une bague là, ils ont des assurances, quelque chose, là. Prendre tout le temps quelqu'un qui est qualifié pour faire sûr. un ramenage de cheminée. Si des fois on a des doutes sur la qualité de l'intervention, on peut vous appeler pour dire que cette compagnie-là est fiable. Ou Oui, peu importe. ouais, ça ils peut peuvent se appeler faire. pour dire est-ce que cette compagnie-là, on peut se fier aux autres, il n'y aura pas de problème. Parlons de prévention maintenant. La plus grande prévention, c'est La vraiment prévention, c'est des détecteurs détecteurs de de fumée
Parce que les détecteurs de fumée, c'est important. Mettons qu'un détecteur de fumée, il y en a qui posent des détecteurs de fumée, mais ils posent un détecteur, puis après ça, ils s'en occupent plus. À 3 ans, c'est conseillé de changer les batteries quand on change l'heure. Comme cette année, on va changer l'heure au début de novembre. Oui, 4 et 5. Ouais. Non, on change la batterie du détecteur. Ouais. Puis à ce temps, il y a des détecteurs qui vendent, sont un petit peu plus chers, mais la batterie est garantie pour 10 ans. Oui. Fait que la personne marque la date qu'il a acheté, qu'il a installé, puis de temps en temps, elle peut vérifier la date. Ça va vous donner la date qu'elle a posée. Puis ces détecteurs-là, la batterie est garantie pour 10 ans. C'est ça que je conseille aux gens. OK. Vous n'avez plus d'affaires à vous occuper de la batterie. Elle est garantie pour 10 ans. C'est sûr. Puis le détecteur est garanti pour 10 ans. Parce qu'oubliez pas, il y a un détecteur de fumée. C'est pas bon à vie, ça, là. C'est sûr. Au bout des 10 ans, c'est recommandé. C'est marqué quand on la jette dans la boîte. C'est recommandé qu'au bout de 10 ans, de changer. Même, il y a une chose aussi qu'on conseille aux gens. Quand ils changent la batterie, de prendre les aspirateurs, puis de passer l'aspirateur alentour. OK. Parce que dans l'année, il peut savoir aboncer des petites mousses. Oui, 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 oui. Puis en passant l'aspirateur, il ramasse. Et puis, parce que à la longue, il peut se faire un peu de poussière dans le détecteur. Puis si on ne passe pas l'aspirateur, bien, il est moins efficace. Les connexions se font moins bien. Moins bien. Fait que c'est pour ça. Ça prend, mettons, un détecteur par étage, en général? Un détecteur par étage. Okay. Comme ici, j'ai un pamphlet. L'avertisseur de fumée sauve des vies. Oui. Et puis ça, c'est ceux qui, mettons, qui veulent avoir un pamphlet de même. Ils ont juste à se rendre à l'hôtel de ville et puis on va les en donner. Puis ils montrent un détecteur par étage. Oui. Parce qu'il y a des détecteurs, mettons, un photoélectrique. C'est un détecteur, ça, qui va être un petit peu moins sensible. On va le poser surtout près des chambres de bain, des cuisines. Parce que s'il pose un détecteur de chambre vis-à-vis d'une cuisine ou d'une chambre de bain qui crie tout le temps, il va de valeur, mais ils vont monter la batterie. Oui. Puis là, à ce moment-là, il a oublié de le remettre. C'est sûr. Fait que s'il pose le bon détecteur, bien, il ne criera pas pour rien. Oui. Et puis, il va faire son ouvrage comme il faut. Puis quand ils veulent le tester, il y a un petit piton dans le centre, pèse dessus, puis il va crier. Ça fonctionne. En terminant, M. Paquette, en quelques secondes, l'Halloween s'en vient. L'Halloween s'en vient, c'est certain, l'Halloween, le 31 octobre. Oui. Les pompiers vont faire la sécurité des enfants. OK. On va se promener au travers de la ville de Saint-Raymond, OK. Saint-Honor, puis Lac-Sargent. On va faire les 3 municipalités. OK. Les pompiers se promènent avec les trocs. Les pompiers sont dedans, font la sécurité des enfants. Puis en même temps, les gars débarquent, puis j'ose avec les enfants, puis on lui donne des bonbons. OK. Ouais. Fais-tu ça pas mal à chaque année? On fait ça quasiment à chaque année. Même la Sûreté du Québec vient avec nous autres. Qui vous accompagne. Nous accompagne. Monsieur Jean-Claude Paquette, directeur du service des incendies à la Ville de Saint-Raymond, merci beaucoup. Merci beaucoup. De cette visite. Bonne soirée. Merci. Le préfet de la MRC de Portneuf, Bernard Gaudreault, a remis ce mercredi après-midi un chèque de 20 000 $ aux dirigeants du club de gymnastique ActiGym dans le cadre du fonds de soutien au projet structurant. Avec ce montant d'argent et à l'aube de ses 25 ans, le club pourra investir près de 45 000 $ dans l'achat d'équipements de fine pointe et de se conformer aux normes de la Fédération de gymnastique du Québec. Certains athlètes devaient s'entraîner ailleurs pour avoir accès à des équipements de qualité. L'entraîneur-chef du club ActiGym, Annie Lavallée, nous parle justement des investissements. Donc, on a acheté présentement un sol qui rebondit. C'est un sol de compétition. Donc, nos filles, quand ils vont en compétition, c'est un sol comme ça. Et on a acheté aussi une nouvelle poutre, des nouveaux tapis aussi pour que les entraînements soient sécuritaires pour nos athlètes. De compétition à Pont-Rouge et au relais de la Pointe des Écureuils à Donnacona, anciennement l'église. Par contre, actuellement, le club utilise un local de l'école Perce-Neige au complexe Hugues-Lavallée de Pont-Rouge et un déménagement est prévu pour un local permanent à la salle paroissiale de Pont-Rouge. Le club ActiGym compte actuellement 360 gymnastes dans ses volets récréatifs et de compétition
et qui s'entraîne à peu près également à Donnacona et à Pont-Rouge. 3 athlètes féminines du club ont participé l'an dernier aux Jeux du Québec en trampoline et les athlètes sont appelés à participer à 3 ou 4 compétitions par année de niveau provincial et même canadien. Mentionnons que la MRC de Portneuf a soutenu au total 22 projets d'entrepreneuriat et 26 projets structurants pour un montant global de plus de 570 000 $ dans le cadre de son Fonds de développement des territoires attribué par le gouvernement du Québec. Les actualités culturelles et communautaires avec Karine après la pause. Vous désirez des soins professionnels pour votre peau? Et vous méritez ce qu'il y a de mieux. La Cité du corps, Institut médico-esthétique, vous offre une gamme de traitements performants, sécuritaires et uniques. Nous vous conseillerons sur les meilleurs produits pour votre peau. Une grande variété de soins sont offerts. Traitements IPL, taches pigmentaires, coupe rose rosacée, épilation laser, détatouage au laser, produits de comblement et botox, injections pour les varices esthétiques et tout ça avec supervision médicale. Pour plus d'informations, contactez-nous. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Bonsoir, Karine. Bonsoir, Michel. Tout d'abord, tu nous parles d'un appel lancé par le Festival de films pour l'environnement. Oui, donc la prochaine édition du FFPE qui aura lieu du 20 au 28 avril prochain. C'est la 15e édition cette année et on souhaite évidemment innover pour l'occasion. Donc, on invite les gens à être aux premières loges de cette 15e édition en proposant des projets. Donc, ça peut être un projet d'exposition, documentaire, invention, pratique écologique, rencontre d'organismes ou encore un atelier. Donc, bref, vous êtes vraiment invités à soumettre votre projet. On mentionne que toutes les propositions seront évaluées par le comité de programmation et que si votre projet est sélectionné, vous serez invité à venir le présenter lors de cette 15e édition. Les propositions sont reçues jusqu'au 21 décembre 2017, donc jusqu'au 21 décembre prochain, et ça se fait par courriel via le info@ffpe.ca ou encore directement via le site web au www.ffpe.ca. On mentionne aussi que, évidemment, le festival a une page Facebook et un compte Twitter, donc vous pouvez les suivre de ces manières-là aussi. Autre appel, cette fois, aux artistes pour la prochaine édition de la Biennale internationale du lin. Oui, la Biennale qui vient quand même tout juste de se terminer, en fait, avec la 7e édition qui était nommée Passé inaperçu. Donc, on lance déjà justement le prochain appel de dossier pour l'exposition qui se tiendra l'été 2019. On rappelle que les artistes intéressés doivent proposer un projet, dans le fond, en lien avec le lin, soit dans le propos de l'artiste ou encore dans le contenu ou dans l'œuvre proprement dite. On accepte les projets jusqu'au 20 novembre prochain et ça se fait encore une fois via une adresse courriel, donc info@biennale-du-lin sans espace.com. Les informations ainsi que le formulaire de dépôt se retrouvent aussi sur le site de la Biennale du lin, Biennale internationale du lin de Portneuf, donc assez facile à trouver. Tu nous parles maintenant des généreuses qui s'exposent à Cap Santé. Oui, donc Isabelle Desrochers qui expose du côté de la galerie d'art Christine Genet de Cap Santé. Donc l'artiste qui produit des toiles uniques depuis quelques années seulement, donc une toute nouvelle artiste de la relève. Sa signature, les femmes généreuses. Elle adore peindre ses femmes tout en rondeur, se sentir bel et bien dans sa peau. C'est une motivation qui est constante pour elle. Elle s'inspire également du quotidien, des petits bonheurs de la vie, des petites choses bien banales qu'on a à tous les jours afin de mettre en
lumière avec une touche plutôt humoristique. L'exposition est débutée depuis le 1er octobre dernier, se poursuit jusqu'au 30 novembre prochain. Et on mentionne que le vernissage donc, aura lieu le 21 octobre en présence de l'artiste, donc ça se déroule de 13h à 16h. Et on rappelle aussi que la galerie est ouverte donc, du mercredi au dimanche et qu'elle propose en plus des expositions temporaires, donc des artistes qui sont là de manière permanente, dont évidemment Christine Genet. Donc une belle galerie à découvrir. Sur beaucoup d'activités au programme et surtout des spectacles d'humour. Oui, spectacles d'humour qui ont la cote cette semaine. Tout d'abord, du côté de Donnacona, on ira avec Guy Doré qui chantera du bois. Il sera accompagné par Yvan Jobin à la guitare le 13 octobre à 20h. Ça se déroule du côté du relais de la Pointe aux Écureuils de Donnacona. Le coût d'entrée est de 12 $. Vous pouvez vous procurer les billets en composant le 88 265 29 57. Sinon, Claudine Mercier, donc l'humoriste qui sera de passage le 19 octobre prochain à la salle Luc Plamondon de Donnacona. C'est un tout nouveau spectacle qu'elle vient nous proposer après une pause bien méritée. Sa dernière tournée avait quand même été de 230 représentations un peu partout au Québec. Donc, elle méritait cette petite pause-là. Il nous revient plus en forme que jamais. Les billets sont en vente au coût de 46 $ et le spectacle se tient le 19 octobre à 20h. Du côté de Saint-Marc-des-Carrières maintenant. Oui, donc dans le sillage du succès de sa tournée Corrompu, donc c'est Guy Nantel qui est de retour avec son nouveau spectacle Nos droits et libertés. Il le présentera le 14 octobre à 20h. C'est du côté du centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières. Les billets sont au coût de 35 $. Il s'agit d'un spectacle en rodage. Et vous pouvez vous les procurer soit sur le site web de la ville de Saint-Marc-des-Carrières, donc ville-saint-marc.com, ou encore en composant le 88 268 3862, poste 33 ou 34. Oui, les artistes aiment beaucoup les rodages. Vraiment. Puis en région, des chansons, on en a vraiment beaucoup. C'est bien. À Saint-Raymond maintenant. Oui, François Bellefeuille, donc, qui présentera lui aussi un spectacle en rodage, donc ce samedi 14 octobre. À Saint-Raymond, au Centre Multi. Évidemment, il amusera le public vraiment tout au long de la soirée. On dit que c'est un spectacle de 2 heures sans entracte et qui débutera dès 20h. Il reste encore quelques billets de disponibles, donc pour ceux qui ne les auraient pas encore. Et on se les procure directement à la pharmacie Picard et Simard au coût de 40 $ et 50 $. Donc, un spectacle à ne pas manquer. Qu'est-ce qui se passe à Pont-Rouge? À Pont-Rouge, Gabrielle Chanck, une jeune auteure-compositrice-interprète de La Relève, sera du côté du Moulin Marcoux de Pont-Rouge le vendredi 20 octobre à 20h. Donc, c'est une chanteuse québécoise en interprétation du jazz. Elle est originaire quand même du Rhode Island, mais c'est une fille d'un musicien de blues. Elle baigne dans la musique et chante depuis un très jeune âge. Donc, vraiment une artiste à découvrir. Elle vient tout juste de lancer son premier album il y a quelques temps. Tu nous parles maintenant d'un souper au profit des filles d'Isabelle. Oui, donc les filles d'Isabelle qui nous proposent un souper spaghetti. Ça se tiendra le 14 octobre prochain à 17h au Centre Ernest Papillon de Saint-Basile. Les billets sont au coût de 20 $ pour la soirée et 20 $ pour le souper, pardon, et pour la soirée, on mentionne que c'est 10 $ et que la soirée débute dès 20h30. La réservation se fait via le 88 329 26 50. Peut-être faire un petit historique des filles d'Isabelle qui, moi, je ne connaissais pas. En fait, c'était quoi les filles d'Isabelle? Et puis, en fait, ce que j'ai trouvé, c'est très, très simple, c'est que ça existe quand même depuis 1897. Ça a vu le jour aux États-Unis. Et c'est le pendant féminin des Chevaliers de Colomb. Donc, vraiment, comme objectif, c'était ça, vraiment, en fait, d'unir toutes les femmes catholiques dans une organisation à but non lucratif, vraiment pour qu'elles apprennent à se connaître, qu'elles fassent des échanges, des services et éventuellement aussi élargir leur cercle d'amis. Et puis, un peu comme les Chevaliers de Colomb, donc maintenant, les bonnes œuvres sont remises à différents organismes, à différentes organisations. Donc, c'est vraiment le pendant féminin là, des Chevaliers de Colomb et elles sont présentes au Québec depuis 1925. Et voilà. Tu nous parles du retour des déjeuners Paroles et musique. Ça se passe à Neuville. Oui, les déjeuners Paroles et musique qui se poursuivent au Vieux Couvent à Neuville. Le prochain se tiendra ce dimanche 15 octobre de 9h à midi. Ces déjeuners ont débuté en février dernier en collaboration en fait avec l'espace Art Nature. Les organisateurs attendent des spectateurs, mais aussi des artistes qui feront des courtes prestations. Le coût du déjeuner est de 8,50 $. On peut réserver en composant le 88 876 2209 et mentionnons que les prochains déjeuners, donc il y en a d'autres de prévus pour cet automne, auront lieu les 19 novembre et 17 décembre prochains. Donc l'invitation qui vous est lancée.
La série des aventuriers voyageurs, c'est de retour à Saint-Raymond. Oui, donc du côté du cinéma Alouette, ça connaît toujours un très, très bon succès. Donc, les aventuriers voyageurs qui seront de retour, donc en commençant par la découverte du Brésil, les 16 et 19 octobre prochains à 19h. Donc, c'est Céline Clocheret et François Picard qui vous amèneront vraiment à la découverte du Brésil. On vous présentera une randonnée de 4500 km à vélo à travers des espaces spectaculaires à la rencontre d'acteurs écologiques audacieux. C'est 11 $ seulement pour la soirée et on souligne aussi que vous pouvez économiser en vous procurant un abonnement pour assister à toutes les conférences ou encore à quelques conférences, donc soit de 5, de 7 ou de 9 soirées des aventuriers voyageurs. Tous les détails vraiment via le cinéma Alouette de Saint-Raymond. Oui, c'est des belles productions à voir. Des belles productions puis une belle manière de voyager tout en restant chez soi. Oui, tout à fait. Ça complète? Oui, ça complète. Merci, Karine. Merci, Michel. Le gouvernement fédéral octroie une aide financière de près de 850 000 $ pour 2 projets de recherche au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault, le CRESAD. C'est le secrétaire parlementaire et député de la Prairie, Jean-Claude Poisson, au nom du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Lawrence Macaulay, qui en a fait l'annonce ce jeudi après-midi au CRESAD. Le premier projet vise à accroître l'efficacité pollinisatrice des abeilles pour un meilleur rendement dans la culture de canneberge. On souhaite déterminer la meilleure méthode de nourrissage des abeilles avec du sirop de saccharose. Le député Jean-Claude Poisson nous parle de l'impact économique de la canneberge au Québec et de son potentiel à l'exportation. Étant donné que le secteur québécois de la canneberge génère plus de 80 millions de dollars en recettes commerciales et plus de 30 millions de dollars en exportation. Et nous aspirons à accroître ces exportations grâce au nouvel accord commercial Canada-Europe, qui a permis d'éliminer les droits de douane de 17 % applicables sur la canneberge. D'élaborer des stratégies durables pour standardiser la fabrication et l'utilisation de litières recyclées à base de fumier en production laitière. Les producteurs laitiers pourront ainsi réduire leurs coûts d'opération et réutiliser ou vendre l'énergie produite par les biodigesteurs, ce qui leur fournira une autre source de revenus. Le rendez-vous annuel par excellence pour les employeurs, gens d'affaires industriels et autres de la région de Portneuf, le rendez-vous RH 2017 RH pour ressources humaines, se tiendra le mercredi 29 novembre au club de golf Le Grand Portneuf à Pont-Rouge. Sous le thème « Rareté de main-d'œuvre, des pistes de solutions », les participants pourront assister à 5 conférences portant sur le recrutement des bonnes personnes, l'embauche des candidats ayant des obstacles à l'emploi, du soutien à l'embauche de travailleurs étrangers et des méthodes de travail innovantes pour optimiser le rendement de vos coéquipiers ou équipiers. L'acteur, conférencier, animateur et entrepreneur Hugo Dubé donnera une conférence intitulée « Ose la bonne idée, tout peut s'enclencher ». Les inscriptions pour participer à l'événement se font via le site web rendez-vous rhportneuf.com. Par voie de communiqué, le député de Portneuf, Michel Matte, a tenu à souligner les bénéfices que plusieurs titulaires de permis d'alcool vivent depuis l'entrée en vigueur, le 1er octobre, des dispositions visant à alléger le fardeau administratif pour les bars et les restaurants. Auparavant, le régime des permis d'alcool imposait l'obligation d'être titulaire d'autant de permis d'alcool qu'il y a de pièces ou de terrasses dans un établissement. À présent, un seul permis d'alcool par catégorie, peu importe le nombre de pièces, est exigé. Par ailleurs, pour certains manquements mineurs, plutôt que de voir leur permis suspendu ou révoqué immédiatement, des pénalités financières pourront dorénavant être imposées à des exploitants. D'autre part, la Régie d'alcool des courses et des jeux a implanté une prestation électronique de service visant le dépôt des demandes de permis de réunion en ligne. Cette nouvelle méthode permet de simplifier le processus pour les demandeurs et de diminuer les délais de traitement. Et en terminant, Michel Albert a été reconduit la semaine dernière au poste de président du conseil exécutif de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf.
Rachel Lunardi au poste de vice-présidente et Mélanie Beaupré-Dion au poste de trésorière. Isabelle Saint-Amand a été élue secrétaire. Les membres ou les autres membres du nouveau conseil d'administration sont Céline Boilard, Marilyn Lefebvre, Valérie Garon, Kevin Rodrigue, Michel Belair, Nicolas Racine et Pierre-Luc Dufour. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Karine, merci à Tony, à Stéphane et Philippe à la régie. Merci à vous à la maison. Vous pouvez revoir nos émissions sur notre site web www.cjsr3.com. Bonne semaine. On se laisse avec des images de la visite du centre de santé à Saint-Raymond.